Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour aujourd'hui une interview de notre série Top Premium avec le patron de Novares, Pierre Boulet. Bonjour, merci Bonjour. à vous d'être sur notre plateau. Alors on va évidemment parler de ce qui fait l'actualité de Novares, équipementier automobile. Peut-être d'abord quelques éléments de parcours comme on aime bien le faire dans ces interviews. Vous êtes depuis quand à la tête de Novares ? Ça va bientôt faire 10 ans au mois de juin de l'année prochaine. Donc à l'époque c'était Mecaplast. Et donc je suis arrivé en juin 2012 à l'époque où Mecaplast traversait une crise un peu difficile. Les choses se sont arrangées, on a pu changer d'actionnaire, investir et on a aujourd'hui doublé de taille du groupe pour devenir Novares en 2017. Voilà, 2017 c'était donc une fusion ou en tout cas la mise en place de ce qui est maintenant Novares. Oui, en fait nous avons racheté une société qui était de taille comparable. Donc en fait on a fusionné les deux et la seule solution humaine c'était de changer de nom pour ne pas peindre les uns en rouge ou récupérer du bleu de l'autre. Donc on est tous Novares et on a intégré depuis MPC qui est venu nous rejoindre. Donc en 2019, on a fait 1,3 milliard de chiffres. Cette année, on va faire 1 milliard. C'est en gros 10 000 collaborateurs sur 23 pays et un peu plus de 40 usines. Effectivement, avec une période compliquée pendant la crise, mais un rebond, comme on l'a vu pour pas mal de secteurs. En tout cas, pour vous, ça a été un vrai rebond. Alors Pierre, si on revient encore un petit peu en arrière, pour vous, ça a toujours été le secteur automobile ou pas du tout ? Non, en fait, quand j'ai commencé à travailler, je travaillais dans une filiale du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, pendant 3 ans. J'ai créé ma société qui faisait de la mécatronique. C'était le tout début de la connexion des caméras sur les ordinateurs. Donc l'ordinateur pouvait voir, il pouvait lire, il pouvait mesurer, c'était tout nouveau. Il y avait 16 niveaux de grille, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire aujourd'hui. Puis après, je suis rentré dans une SS2I qui est Capgemini pour le secteur automobile. Et puis j'ai choisi d'être un des dirigeants d'un équipementier automobile. Alors d'abord français, européen, j'ai travaillé 15 ans pour des équipementiers américains et en 2012, Mecaplast qui est devenu Novares. Donc ça fait une petite trentaine d'années que je travaille dans l'automobile. Très bien. Et pour avoir une idée précise, où est-ce qu'il y a du Novares dans les voitures qui sortent là alors, quand elles peuvent sortir, parce qu'on sait que c'est compliqué, on va en parler. Où est-ce qu'on voit du Novares dans une voiture ? Alors en termes de gamme de produits, notre métier c'est l'injection de matière plastique et on essaie de rendre nos plastiques le plus intelligents possible, de manière à ce qu'ils puissent savoir où est-ce qu'on les caresse, qu'on puisse obtenir des actions simplement par le toucher de nos plastiques, et puis que nos plastiques parlent avec l'interlocuteur, le passager ou le conducteur pour lui dire ce qu'il a bien compris. Donc on trouve des pièces plastiques tout l'intérieur de la voiture, sauf les planches de bord, l'extérieur sauf les pare-chocs, et on ne fait pas le réservoir. Mais toutes les pièces plastiques que vous pouvez trouver dans une voiture sont d'origine Novares. Nous équipons une voiture sur 3 sur la planète. Donc une voiture sur 3 sur la planète intègre des pièces de Novares. Et puis Novares, Mecaplast à l'époque, a fait plusieurs premières mondiales. Les premières pales d'hélice de ventilateurs en plastique en 65, c'était Novares. Les premiers couvre-culasses en plastique en 85, c'était Mecaplast Novares. Donc il y a tout un tas de premières et l'innovation, c'est vraiment l'ADN de l'entreprise. Et c'est ça, et ça continue forcément. C'est l'innovation en permanence. Alors dans le secteur automobile, on le voit évidemment de manière un peu spectaculaire avec la voiture électrique. Forcément, ça arrive jusqu'au grand public, tous ces changements. Mais vous, c'est votre quotidien, c'est l'innovation en permanence, de trouver la nouvelle techno, comment rendre le plastique encore plus intelligent. C'est un peu l'idée, forcément. Un peu plus intelligent et un peu plus serviable, si j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'adaptation aux réglementations. Donc tout ce qui est moteur thermique, il y a quand même des évolutions pour être moins polluant. Des voitures qui déposent de l'huile sous les capots moteurs, c'est révolu, on va dire. C'est révolu. On traite l'huile, on traite l'eau, on traite l'air dans les moteurs. Et puis à l'intérieur des voitures, la voiture est devenue connectée avec l'extérieur, mais aussi connectée avec les passagers. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a plusieurs écrans sur les voitures modernes. On va voir disparaître les aérateurs, ça c'est encore de l'innovation. On aura de moins en moins de boutons sur les voitures, ça aussi c'est de l'innovation. Et donc le plastique, tout en restant statique, va dire à l'opérateur, au conducteur qu'il a compris la commande et exécuté la commande. Donc il y a beaucoup d'innovation dans l'intérieur et dans le compartiment moteur. L'extérieur aussi, on vient de sortir plusieurs brevets sur des barres de toit modulaires, et ça aussi c'est une véritable innovation. Innovation toute récente. Alors comment on arrive
à innover dans cette période a priori inédite? Parfois, on utilise des qualificatifs, on ne sait pas si c'est à juste titre. En tout cas, cette pénurie durable de semi-conducteurs et tout ce que ça entraîne, crise de matières premières, etc. Comment on arrive à innover et puis surtout à sortir ce qu'on en aimerait sortir au quotidien là, comment vous le vivez? Et est-ce que vous avez l'impression que ça va peut-être changer les choses ou pas entre constructeurs, équipementiers, donneurs d'ordre, sous-traitants? C'est évidemment un sujet récurrent. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des moments de tension et que peut-être ça va faire évoluer les choses? Ou ce serait un petit peu trop optimiste de dire que tout ira bien à la sortie de la crise? Il y a deux aspects dans votre question. Il y a l'innovation et puis il y a la relation. Sur l'innovation, les véhicules qu'on a présentés il y a quelques semaines, les 4 véhicules Novacar que l'on a présentés il y a quelques semaines, qui représentent une vingtaine d'innovations, le travail a été démarré il y a déjà plusieurs années. C'est ça. Donc c'est un aboutissement d'un travail et on continue d'investir en innovation pour les véhicules prototypes que l'on va sortir l'année prochaine et l'année suivante. Donc ça, c'est un effort continu et réellement, on peut augmenter, diminuer les efforts d'innovation que l'on fait, mais l'annuler, ça serait vraiment le démarrage d'un suicide. Donc, il y a un côté coup de frein comme tout le monde, ou dans le gros de la crise, plutôt là, du coup sanitaire. Ralentissement peut-être, mais pas de coup d'arrêt, parce que sinon, c'est vraiment dommageable pour l'entreprise. Ensuite, sur les relations, je dirais la crise des semi-conducteurs, ça a été un peu la mèche qui a démarré, mais ça a aussi révélé l'éternelle fragilité de la chaîne logistique. Alors, il y a eu le tsunami il y a quelques années, il y a eu les inondations en sud-est asiatique. Enfin, ce qui est clair, c'est que ça serait bien que cette crise-là soit le réveil d'une prise de conscience que la chaîne logistique ne se limite pas à 1 ou 2 fournisseurs, et qu'entre la mine qui est en Afrique et la voiture qui est produite en Europe, il y a 6, 7, 8 niveaux de sous-traitance et d'assembleurs et d'équipementiers, et que donc la garantie de la fourniture démarre dans certains cas très très loin. Et surtout quand on parle d'électrique, enfin pour fabriquer une batterie de voiture, il faut bouger 200 tonnes de minerais. Donc si on devait en produire 3, 4, 5 millions par an, ce qui serait quand même pas beaucoup, il faut remuer de la terre pour le produire. Donc aller dans l'électrique sans s'occuper des mines va poser un problème un jour. Oui, c'est ça. Il y a ce côté aussi qu'on entend de plus en plus de différents points de vue. Le 100% électrique, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution de faire, en tout cas, de plus ou moins mettre tous ses œufs dans le même panier? On commence à l'entendre de plus en plus. On a peut-être, du coup, on est revenu du tout diesel. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut faire du 100% électrique? On l'entend de plus en plus et il y a pas mal de choses à prendre en compte, c'est aussi ça. Alors, moi, je distingue dans l'électrique la partie capacité et la partie motorisation. Oui. Donc, la motorisation électrique, pour moi, a un avenir très grand devant elle, et on aura des moteurs électriques dans les voitures de manière significative et pour longtemps. Oui. Le stade actuel de la batterie électrique, pour moi, il est temporaire. C'est une mauvaise réponse technologique à une exigence de réglementation ou une exigence politique ou une exigence écologique, que je ne discute pas parce que on n'a pas forcément de mieux à proposer, mais aujourd'hui, les solutions d'un bout à l'autre, en électrique, en batterie électrique, sont quand même pas très vertes. Surtout quand tout un tas de pays sont obligés de remettre des centrales à charbon en route pour fournir l'électricité, quand la fabrication de batteries consomme autant d'énergie verte. Bon, je ne suis pas sûr que le bilan carbone d'une voiture électrique aujourd'hui soit si positif que certains le disent. Surtout si on regarde l'hybride, en gros, aujourd'hui en France, uniquement 15% des Français rechargent leur batterie. Ce qui fait qu'en fait, une voiture hybride, c'est une voiture thermique dans laquelle on a mis 500 kg de plus. Oui, c'est vrai que c'est en train d'évoluer, mais il faut faire beaucoup de pédagogie. Moins polluante. Effectivement, il faut... Enfin, de l'autre côté, tous les gens qui habitent dans Paris, pour aller brancher leur voiture sur un trottoir ou même dans un parking... Si on n'a pas sa borne maison, c'est compliqué, effectivement, on est d'accord. Donc ça veut dire que ce n'est pas les grandes villes, le marché, il existe un marché de l'hybride, il existe un marché du véhicule électrique, mais qui n'est pas forcément celui qu'on pense. C'est-à-dire, dans des petits villages ruraux, oui, l'électrique va très bien, en banlieue, l'électrique va très bien, mais il faut qu'on puisse se brancher, et sinon, c'est du thermique mal utilisé. Peut-être un mot de la fin avec vous, Pierre Boulet, peut-être sur
la prochaine innovation, le prochain défi, c'est quoi là en ce moment qui vous occupe, qui occupe vos journées pour dire c'est ça qui fera 2022-2023 pour Novares? En fait, les innovations qui sont en ce moment en cours de développement, c'est toute l'interface entre le conducteur, mais aussi tous les passagers et la voiture. Je ne pense pas que la voiture autonome est un vrai marché. Par contre, il y aura de plus en plus d'autonomie dans les voitures et on pourra, je pense, dans quelques temps, rentrer sur une autoroute disant à la voiture « réveille-moi à la sortie 18 ou 24 » et la voiture arrivera à bon port. Après, il faudra reprendre la main. Mais en fait, le vrai besoin, c'est quand même tous ces longs trajets où finalement, on n'est pas si... on n'est pas vraiment utile en termes de conducteur. Donc ça, c'est pour moi la prochaine étape. Répondre à ces trajets-là, c'est hyper intéressant. On aura forcément l'occasion d'en reparler ensemble. Merci à vous, Pierre Boulet, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes donc le patron de Novares. Et à très bientôt sur le plateau de Mobility TV.